sur notre liste? Donc 5 minutes. En tout cas, je voulais dire qu'après avoir écouté mes prédécesseurs et surtout notre débat sur la laïcité, je comprends ce qui nous unit. Voilà, l'Europe aussi, c'est un sujet qui nous unit, et ce qui nous unit, c'est beaucoup, et ce qui nous sépare, c'est probablement très peu. Et voilà, on est content d'être dans cette famille radicale. Je ne vais pas faire un discours sur l'Europe, je vais simplement donner 2 éléments de sentiment au bout de 10 ans passés à l'intérieur des institutions européennes. La première, c'est l'Europe est en crise. Non, l'Europe, c'est la crise. En fait, l'Europe, elle procède des crises, elle a été fondée à cause de 2 guerres, et elle avance par crise depuis, et seules les crises la font avancer. Et nous ne devons pas considérer les crises avec crainte, mais comme des opportunités. Si vous regardez bien, au XXe siècle, les crises ont été européennes, intra-européennes. Les guerres d'abord, qui ont été la cause qui a été le poussoir, qui a créé l'Europe. Et puis après, les crises du pétrole de 73, qui était une crise en fait très intra-européenne, puisque les autres avaient leurs propres ressources. Puis les crises de 78, 81, 88, 92, que vous avez sans doute oubliées, mais qui à chaque fois ont fait avancer l'Europe. Le projet européen initial était un projet politique. Mais c'est la France qui, en envoyant la communauté européenne de défense par le fond en 1954, a transformé ce projet politique en un projet économique pur. Alors le XXe siècle, ça a été ce projet économique, le marché commun, et puis au fur et à mesure des crises, le marché unique, cet espace économique européen sans frontières, avec les 4 libertés, puis progressivement une intégration monétaire, et en 2000, pour couronner cet édifice économique, l'euro. Mais le XXIe siècle, les crises ont été et sont totalement différentes. Nous sommes passés de l'Europe à la mondialisation. Mondialisation par le fait de l'explosion des blocs économiques, l'explosion des échanges économiques et commerciaux, l'explosion du numérique et des échanges de l'information, l'explosion des flux des personnes et des biens, et notamment des migrations. L'Europe est passée en 2000, avec son euro, est passée de son marché intérieur au grand vent de la mondialisation. C'est là, maintenant, que nous sommes confrontés à des défis pour lesquels l'Union européenne n'est pas armée. Et c'est mon deuxième propos, c'est nous parlons toujours de l'Europe. Et je voudrais simplement dire qu'il y a une grande différence entre l'Europe et l'Union européenne. L'Europe, c'est notre idée, c'est notre générosité. L'Europe, c'est un concept historique, géopolitique, c'est un concept culturel, c'est un concept effectivement politique pur. Mais l'Union européenne, c'est une entité politico-administrative régie par des traités. Et c'est elle dont nous parlons. Et cette entité administrative est régie par des traités où les États membres lui confient en quelque sorte des responsabilités pour lesquelles l'Europe va faire de la régulation à la place des États membres. Or, quelles responsabilités a-t-on confiées à l'Union européenne? Bien des responsabilités qui procèdent effectivement de son activité comme un grand marché unique. Mais est-ce que l'Union européenne a des responsabilités sur le plan des politiques de défense, des politiques des affaires étrangères, des politiques de justice, de police? Est-ce qu'elle a des responsabilités fiscales ou est-ce qu'elle a des responsabilités sociales? Non, elle n'en a aucune, les traités ne lui ont pas confié. Or, si je constate ce que les anti-européens ou les eurosceptiques reprochent à l'Europe, c'est précisément de ne pas faire ce que les traités lui interdisent de faire. C'est-à-dire, l'Europe est une passoire migratoire, nous dit-on, mais l'Europe n'a aucune compétence pour le contrôle des frontières. Elle n'a pas de compétence de justice, de police, elle n'a pas de souveraineté à ses frontières. Et donc chaque État membre doit se débrouiller, entre guillemets, avec ses problèmes. L'Europe, finalement, est un nain sur le plan stratégique et de la défense. Ben, c'est vrai qu'on dépense, on est le 2e budget de la défense dans le monde, après les États-Unis et bien devant la Chine et la Russie. Mais c'est un budget divisé par 27, 220 milliards divisé par 27. Nous sommes des nains militaires, mais l'Europe essaye là de monter effectivement une structure sur un fonds de défense, mais l'Union n'a pas de compétences. L'Union, c'est une passoire fiscale. Et ça a été évoqué hier par un certain nombre de nos intervenants. Mais l'Europe n'a aucune compétence fiscale. Et donc, le dumping fiscal, c'est le dumping des États, ce n'est pas le dumping de l'Union. L'Europe n'a pas de compétence sociale, le dumping social
c'est le dumping des États. Et ce que je voulais dire, c'est que nous n'osons plus affronter les modifications des traités qui sont en général des plébiscites. Et ces plébiscites s'exercent non pas pour ou contre l'Europe, mais pour sanctionner les pouvoirs qui les présentent. Donc, dans l'état actuel des traités, nous avons un véritable problème, c'est que les europhobes et les eurosceptiques reprochent à l'Europe ce qu'ils l'empêchent de faire. C'est-à-dire, je vais vous attacher les deux pieds et je vais vous reprocher de ne pas pouvoir gagner la course. Or, les défis que nous avons sont des défis de souveraineté. Moi, j'entends parler de souverainisme, je suis souverainiste. Oui, je suis souverainiste européen. Parce que la bonne dimension, effectivement, de la souveraineté dans la mondialisation, ça ne peut plus être une souveraineté type nationale. Et nous sommes maintenant confrontés, effectivement, nous sommes confrontés à un défi qui est que là où les souverainistes reviennent vers des nationalismes, ils empêcheront les États membres, non seulement l'Union, mais les États membres, d'accéder au jeu mondial. Nous n'aurons absolument aucune capacité de traiter des flux, et d'ailleurs de les traiter non seulement en contrôle, mais aussi en respect du droit d'asile. Nous n'aurons aucune capacité à défendre notre politique étrangère d'ouverture appuyée sur une souveraineté militaire. Nous n'aurons aucune capacité à unifier notre marché avec la fin du dumping fiscal et social si les souverainistes continuent à progresser. L'Europe doit avancer pour ses peuples. Et je terminerai en disant, parce que je pense que je vais toucher mes limites, je terminerai en disant, voilà, l'Europe, c'est quand même actuellement un espace de démocratie dans lequel les gens peuvent voter, peuvent adhérer à des partis, peuvent s'exprimer sur le plan de leurs opinions, avoir une liberté de la religion, ce qui a été dit tout à l'heure très bien, une liberté d'association. C'est aussi un espace dans lequel on respecte les droits de l'homme, avec les différences sexuelles, les différences de culture, les différences d'origine. C'est aussi un espace dans lequel on peut librement circuler. C'est aussi l'espace dans lequel on dépense 50% des dépenses sociales mondiales, pour une population qui représente 7%. Et si vous regardez bien toutes ces acquisitions, qui sont les acquisitions de l'Europe, eh bien, elles ne concernent malheureusement plus que l'Europe, parce que la démocratie, les droits de l'homme, la liberté d'opinion, de circulation, la capacité de mener des politiques sociales et le respect des individus, vous les trouvez où? En Russie, non. Au Moyen-Orient, non. En Asie, non. En Afrique, non plus. Et même en Amérique, maintenant, vous pouvez constater que dans le sud et dans le nord de l'Amérique, les problèmes sont posés. L'Europe, ça a été une défense et un gain absolument formidable. Nous sommes confrontés à des nouveaux défis. L'Europe, ça n'est plus un problème d'unification économique, c'est un problème de souveraineté à l'échelle mondiale. Nos ambitions doivent être élevées à un moment où les souverainistes s'expriment et gagnent du terrain. Je veux dire que nous ne devons pas être sur la défensive, parce que malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Nous devons porter, au contraire, une offensive pour plus d'Europe intégrée, plus d'Europe souveraine, plus d'Europe fédérale. Je sais, chers amis, que c'est votre pensée, nous la partageons tous. Bien, nous irons au combat. Je ne sais pas ce que nos dirigeants décideront en termes d'alliance ou d'opérationnalité, mais en tout cas, nous irons au combat fort de ces idées-là. Et moi, je vous le dis, je suis prêt à mourir pour cette Europe-là.